Bonjour à tous, bienvenue sur le Nouveau Chemin. Hey, you know what? Les Nouveaux Chemins composent des vers matinaux tous les jours en compagnie de Géraldine Mosna-Savoie, Antoine Ravon, Marianne Chassor, Colomba Grossi et Tristan Grenassia, à la réalisation inspirée cette semaine Lydia Portis-Guérin, à la lecture de textes lyriques Marianne Bassler, avec aujourd'hui à la prise de son poétique Emmanuel Morse-Duncan. 10h51, c'est l'heure à laquelle vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillons. Géraldine qui vous parlera aujourd'hui du livre de Stephen Lux sur le relativisme moral, paru aux éditions Marcus Haller. Il n'y ait de point qui ne te voie. Tu dois changer ta vie. Pour écrire un seul vers, il faut avoir vu beaucoup de villes, d'hommes et de choses. Il faut connaître les animaux. Il faut sentir comment volent les oiseaux et savoir quels mouvements font les petites fleurs en s'ouvrant le matin. Il faut pouvoir penser à des chemins dans des régions inconnues, à des rencontres inattendues, à des départs que l'on voyait longtemps approcher, à des jours d'enfance dont le mystère ne s'est pas encore éclairci, à ses parents qu'il fallait qu'on froissât lorsqu'ils vous apportaient une joie et qu'on ne la comprenait pas, c'était une joie faite pour un autre, à des maladies d'enfance qui commençaient si singulièrement par tant de profondes et graves transformations, à des jours passés dans des chambres calmes et contenues, à des matins au bord de la mer, à la mer elle-même, à des mers, à des nuits de voyage qui frémissaient très haut et volaient avec toutes les étoiles. Et il ne suffit même pas de savoir penser à tout cela. Les amoureux, les aventuriers, les artistes et artisans, poètes et pianistes, mais surtout les forçats de l'absolu, deuxième temps. Après Marina Tsvetaeva hier, avant Gustave Flaubert demain et Glenn Gould jeudi, c'est aujourd'hui l'écrivain, poète et professeur de poésie française à l'Université Paris 3 qui vient distiller pour vous le génie Rainer Maria Rilke. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Michel Molpois. Bonjour à vous. Bonjour. Paris, le 17 février 1903. Cher monsieur, votre lettre m'est parvenue il y a quelques jours seulement. Je tiens à vous remercier pour la grande et l'aimable confiance dont elle témoigne. Je puis à peine faire davantage. Je ne peux examiner la manière de vos vers, car toute intention critique m'est bien trop étrangère. Rien n'est plus superficiel pour aborder une œuvre d'art que des propos critiques. Il en résulte toujours quelques malentendus plus ou moins heureux. Jamais les choses ne sont saisissables et concevables autant qu'on voudrait le plus souvent nous le faire croire. La plupart des événements sont indicibles, se produisent au sein d'un espace où n'a jamais pénétré le moindre mot. Et plus inexprimables que tout sont les œuvres d'art, existences fort secrètes dont la vie, comparée à la nôtre qui passe, dure. Plongez en vous-même. Recherchez la raison qui vous enjoint d'écrire. Examinez si cette raison étend ses racines jusqu'aux plus extrêmes profondeurs de votre cœur. Répondez franchement à la question de savoir si vous seriez condamné à mourir au cas où il vous serait refusé d'écrire. Avant toute chose, demandez-vous, à l'heure la plus tranquille de votre nuit, est-il nécessaire que j'écrive ? Creusez en vous-même, en quête d'une réponse profonde. Et si elle devait être positive, si vous étiez fondé à répondre à cette question grave, par un puissant et simple « je ne peux pas faire autrement », construisez alors votre existence en fonction de cette nécessité. Jusque dans ses moindres instants les plus insignifiants, votre vie doit être le signe et le témoin de cette impulsion. Rapprochez-vous alors de la nature. Cherchez à dire, comme si vous étiez le premier homme, ce que vous voyez, ce que vous éprouvez, ce qui est pour vous objet d'amour ou de perte. N'écrivez pas d'histoire d'amour. Évitez dans un premier temps ces formes trop courantes et trop banales. Elles sont ce qu'il y a de plus difficile, car donner quelque chose d'original, tandis que se presse en masse toute la tradition des œuvres réussies, et dont une part est brillante, requiert une grande force déjà mûrie.
Fuyez donc les thèmes généraux pour ceux que vous offre votre propre vie quotidienne. Décrivez vos tristesses et vos désirs, les pensées qui vous traversent l'esprit et la croyance à une beauté, quelle qu'elle soit. Décrivez tout cela en obéissant à une honnêteté profonde, humble et silencieuse. Et pour vous exprimer, ayez recours aux choses qui vous entourent, aux images de vos rêves et aux objets de vos souvenirs. Si votre vie quotidienne vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous plutôt. Dites-vous que vous n'êtes pas assez poète pour en convoquer les richesses. Voilà pourquoi, cher monsieur, je ne saurais vous donner d'autre conseil que celui-ci: aller en soi, soumettre à examen les profondeurs d'où surgit votre vie. C'est à sa source que vous trouverez la réponse à la question de savoir si la création est pour vous une nécessité. Acceptez cette réponse comme elle s'exprimera, sans chercher à démêler davantage. Peut-être apparaîtra-t-il que vous avez vocation à être artiste. Assumez alors ce destin, et supportez-en la charge et la grandeur, sans vous demander chaque fois quel bénéfice pourrait vous échoir de l'extérieur. Car celui qui crée doit être son propre univers, et trouver tout ce qu'il cherche en lui et dans la nature à laquelle il s'est lié. Jean-Michel Molpoy, dans cette lettre du 17 février 1903 que Rainer Maria Rilke écrit au jeune Franz Xaver Kappus, qui lui demande ses conseils et qui lui soumet des vers pour examen, eh bien Rilke semble proposer des conseils, voire presque une recette de création pour savoir si le jeune poète est vraiment fait pour être poète ou non. C'est sans doute cette dimension, disons, prescriptive qui fait le succès de ces lettres. On a l'impression qu'en les lisant, nous allons savoir si on va devenir poète ou pas. Or, tout le travail de Rilke par la suite va démentir cela. Il n'y a pas de recette à la création parce que celle-ci est une nécessité qui s'impose à soi. Tout à fait. C'est un programme qu'il esquisse, mais ce programme est un programme de vie, un programme d'existence, autant qu'un programme de travail. Il commence, on l'a entendu, par refuser l'intention critique. Je ne vais pas vous donner des conseils formels, je ne vais pas évaluer en particulier vos vers. Par contre, très vite, tout de suite, il bifurque vers une invitation fondamentale qui va être réitérée, modulée, qui va ricocher ensuite de lettre en lettre, plonger en soi, entrer dans sa solitude, chercher à dire à partir de soi tout ce qui tourne autour de nous, tout ce que l'on peut voir, tout ce que l'on peut observer, et se poser finalement comme un foyer d'expérience, de perception, de sensation, d'où l'écriture va pouvoir procéder ensuite. Mais l'injonction fondamentale, elle est là. D'abord, il faut commencer par interroger la motivation de cette écriture, de ce désir d'écriture, interroger sa nécessité, lui dit-il, il faut que vous ayez le sentiment de ne pas pouvoir vous passer de l'écriture pour que écrire ait un sens. Et ensuite, c'est dans l'intériorité que tout va se jouer. Il lui donne des conseils disons, extérieurs, effectivement, rentrer en vous-même, il lui dit comment se comporter vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi. Mais il va même plus loin, là, dans l'extrait qu'on a entendu, interprété par Denis Podalides, il va même jusqu'à dire, lui conseiller de ne pas écrire des poèmes d'amour. Il dit éviter ces thèmes trop courants, ce sont les plus difficiles, commencez par regarder ce qu'il y a autour de vous, le banal, et le décrire avec naïveté. Pourtant, lui-même écrira de nombreux poèmes d'amour. Oui, il connaît les pièges qui peuvent s'attacher à ce type d'écriture, le risque d'une certaine forme de sentimentalisme, d'emphase, de pathos, de se croire poète finalement à bon compte en faisant des vers sentimentaux. Et il l'invite à se détourner évidemment de cette facilité ou de cette tentation initiale pour entrer dans une autre logique qui serait celle, je dirais, de la
confrontation entre l'intime, véritable, l'intériorité, les questions que l'on peut se poser à soi-même et le dehors. C'est sur cette intersection-là que doit pouvoir prospérer l'écriture, sur ce rapport au dehors. Et ça va être un thème récurrent dans toute la réflexion de Rilke, dans toute sa correspondance, celui de cette articulation nécessaire entre l'intimité, le dedans qui est mystérieux, et le dehors qui est évident, et dans lequel il faut parvenir à s'installer aussi davantage, plus profondément, grâce à l'expérience de l'écriture. Comment comprendre cette articulation qui semble contradictoire elle aussi, puisque d'un côté cette invitation à se replier sur soi, à puiser dans les profondeurs de son intériorité comme condition d'écriture, va de pair avec aussi une attention à la nature notamment, qui est très importante, à ce regard extérieur. Comment est-ce que les deux s'articulent ? Je pense que le travail sur soi vise à atteindre une forme de perméabilité. Rilke revient très souvent sur le motif de l'importance extrême de la solitude pour se désencombrer de ce qui fait finalement l'ordinaire, je dirais l'ordinaire parasitaire de la vie humaine, cette atmosphère de divertissement et tout cet inessentiel dans lequel on se débat, où l'on patauge. Il faut rentrer en soi, entrer dans la solitude, pour justement retrouver un rapport juste au monde extérieur, une perception qui va permettre à cette extériorité de résonner en nous d'une manière particulière. Mais c'est pas tellement le monde qui l'entoure qu'il déplore, puisqu'au contraire, il le dit d'ailleurs dès le début, on l'a entendu, il y a ce conseil à prendre en compte et d'écrire le monde quotidien, le monde banal, et puis il y a donc l'importance de la nature, des relations amoureuses ensuite. Rilke ne tourne pas le dos à la vie ordinaire, mais il semble être endeuillé de quelque chose. C'est peut-être plutôt comme ça qu'on peut le comprendre. Oui, il est endeuillé de quelque chose, il ne tourne pas le dos à la nature, pas du tout, bien au contraire d'ailleurs. Mais il s'agit de se rendre capable d'appréhender cette extériorité. Si vous voulez, les lettres à un jeune poète doivent être sans cesse remises en vis-à-vis avec d'autres lettres de la correspondance. Je voulais vous citer par exemple juste un petit passage d'une lettre à Witold von Ullewicz datée de novembre 1925, où il dit ceci, « Partout la temporalité s'abîme dans la profondeur de l'être. Il faut donc non seulement utiliser toutes les formes de l'ici dans les limites du temps, mais encore, autant que faire se peut, les intégrer dans ces significations supérieures auxquelles nous avons part, mais pas dans le sens chrétien dont je m'éloigne toujours passionnément, nous y reviendrons sans doute plus tard. Il s'agit, avec une conscience purement terrestre, profondément terrestre, radieusement terrestre, d'intégrer tout ce que l'on touche, tout ce que l'on regarde ici, dans cet horizon plus vaste, le plus vaste. Intégrer l'ici dans le plus vaste, cela ne se peut qu'au prix justement de ce transit par la solitude ou de cette concentration intérieure sur laquelle il insiste. Si vous voulez, il ne s'agit pas seulement de se rapporter au monde extérieur, de faire une place dans l'écriture aux choses banales, prosaïques de la vie quotidienne. Il faut trouver une juste position mentale, intellectuelle, affective, pour que le rapport à l'ici, le rapport au monde, redevienne essentiel. Cette juste position implique une ouverture au monde qui ne fait pas le tri. C'est ça qui est assez surprenant chez Rilke. Il le dit bien dans les lettres à un jeune poète, et je vous propose qu'on écoute la lettre 4 tout de suite. Il ne s'agit pas de vivre en poète, de vivre dans la nature, de vivre intérieurement, mais il s'agit de tout vivre, y compris la sexualité. Écoutez. Vous êtes si jeune, en quelque sorte avant tout début, et je voudrais, aussi bien que je le puis, vous prier, cher monsieur, d'être patient à l'égard de tout ce qui, dans votre cœur, est encore irrésolu, et de tenter d'aimer les questions elles-mêmes, comme des pièces closes, et comme des livres écrits dans une langue fort étrangère. Ne cherchez pas pour l'instant des réponses qui ne sauraient vous être données, car vous ne seriez pas en mesure de les vivre. Or, il s'agit précisément de tout vivre. Vivez maintenant les questions. Peut-être vivrez-vous par la suite et petit à petit, sans vous en apercevoir, en ayant, un jour lointain, pénétré au sein des réponses.
Peut-être recelez-vous la possibilité de former et de structurer comme une modalité de la vie particulièrement heureuse et pure. Éduquez-vous à cela, mais acceptez ce qui arrivera en toute confiance. Et si cela ne provient que de votre seule volonté, d'une quelconque nécessité de votre intériorité, accueillez-le et ne haïssez rien. Ce qui est sexuel est difficile, en effet. Mais ce qui nous a été enjoint est grave. Et presque tout ce qui est sérieux est grave. Or, tout est sérieux. Si seulement vous prenez conscience de cela, et si vous parvenez à partir de vous-même, de vos dispositions, à votre manière, en puisant dans votre propre expérience, dans votre enfance et dans vos forces, à nouer un rapport tout à fait personnel, que n'influencent ni les conventions ni les mœurs, à la sexualité, vous n'aurez plus à craindre désormais de vous perdre, ni d'être indigne de ce qu'il y a de meilleur en vous. Le plaisir physique est une expérience sensible qui n'est en rien différente de l'intuition pure ou du sentiment pur dont un beau fruit comble la langue. C'est une grande expérience. Le poète n'est pas celui qui sait, il est celui qui doute, nous dit Rilke. Aimez vos questions, c'est un conseil magnifique qu'il donne à ce jeune poète. Aimez vos questions, apprenez à vivre avec elles, à vivre de manière pleine, dit-il. Il faut accepter, il faut tout vivre. Ce parallèle entre la création d'un côté et la sexualité de l'autre est très intéressant parce qu'il montre que chez Rilke, on ne sépare pas l'écriture et la vie. Les deux se rejoignent dans un même mouvement créateur. Jean-Michel Molpoix. Oui, bien sûr. Les deux se rejoignent dans un même mouvement créateur. Et la sexualité le retient, au moins déjà pour une raison toute simple, c'est qu'elle est profondément énigmatique, profondément mystérieuse. Elle fait partie de ces puissances que la créature humaine porte en elle et qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne maîtrise pas. Dans la troisième élégie, par exemple, qui est celle, je dirais, ce que j'appellerais volontiers l'élégie des lointains intérieurs. Parce que Rilke... C'est une série de poèmes, les élégies, que présentons-les rapidement. Voilà, une série de 10 grands poèmes fondamentaux qui sont le cœur de l'œuvre de Rilke et dans lesquels sa pensée, je dirais, bouillonne en poèmes. Bon. Dans cette troisième élégie que je serais tenté pour ma part d'appeler l'élégie des lointains intérieurs, il met en évidence toute la dimension d'inconnu dont un être est porteur. Alors par exemple, il y a l'inconscient, il y a l'expérience du rêve dans le sommeil, et puis il y a l'expérience de la sexualité, ce qu'il appelle le Dieu fleuve du sang, ce coupable caché, le seigneur du plaisir. Il examine d'abord la sexualité comme un inconnaissable auquel il faut donner toute sa mesure. Donc l'amour ne peut pas être traité à la légère. L'amour n'est pas un motif uniquement sentimental. Pour Rilke, l'amour est difficile dans la mesure où il met en rapport avec cette dimension d'inconnu. Et l'amour exprime, ou plutôt manifeste, une situation humaine fondamentale. Aimer, c'est une des tâches, une des obligations, une des formes les plus radicales, les plus essentielles de la vie humaine. On ne peut pas l'imaginer dépourvu de cela. Et être amoureux, c'est comme être enfant ou c'est comme être moine, pour Rilke. Il rapproche parfois dans certains textes ces conditions. Ça correspond à un état singulier où, je dirais, le rapport au monde se trouve comme exacerbé. Transformé. L'amour, oui, mais c'est distinct de la sexualité chez Rilke. Bien sûr, il est distinct, mais il y est coordonné. Il y est coordonné. L'amour est dans sa version, là, je dirais, la plus dynamique, la plus forte, dans sa difficulté aussi la plus grande, puisque ce sont des êtres qui sont en rapport les uns avec les autres, et des êtres qui sont porteurs en eux de toute une force inconnue qui
qui par moments les submerge. Donc il n'y a pas dans la pensée ou dans l'écriture de Rilke de vision édulcorée de l'amour ou de vision éthérée, bien au contraire. Il articule les deux. Et c'est tout à fait intéressant de voir quand on parcourt les 10 élégies de Dwino, quand on parcourt ces 10 élégies, de voir qu'il fait à maintes reprises un détour par les amants. Il a besoin d'en passer par eux pour manifester sa pensée, pour lui prêter forme, pour la creuser. Par exemple, il y a un motif très beau qui lui vient de loin, qui lui vient de la fable d'Orphée, du mythe d'Orphée, qui lui vient d'une stèle qu'il a croisée à Naples dans un musée, où l'on voit la main d'Orphée se posant sur l'épaule d'Eurydice au moment où, à tout jamais définitivement, Eurydice va être emportée dans les enfers parce qu'il s'est retourné trop tôt alors qu'il avait obtenu la promesse de la ramener sur la terre. Et il voit dans cette main posée sur l'épaule d'Eurydice, qui figure sur des stèles antiques, un modèle du toucher qui essaye de garder l'être. Garder l'être. Tout est fugace en nous, tout est passage, tout s'échappe, dit-il, comme la chaleur d'un plâtre chaud qui se dissipe. Nous nous dissipons, mais nous essayons par le toucher amoureux de garder de l'être, comme nous allons essayer par le toucher de l'écriture de garder de l'être. Garder de l'être par le toucher et par l'écriture, sans pour autant aspirer à une forme de fusion. Il le dit bien, et dans sa vie, il le met en œuvre avec notamment Clara, qui sera sa compagne. L'amour est présent, mais il s'agit de vivre ces deux solitudes qui doivent se rencontrer. La solitude est nécessaire, y compris dans l'amour, et le respect de cette distance est primordial. Alors, il y insiste beaucoup. Effectivement, il le vit, le revit, le répète, d'une histoire d'amour à l'autre. Rilke aime dans la distance. Et dans la solitude. Et dans la solitude. Ce n'est pas un hasard si sa correspondance a proliféré à ce point. Être loin, je crois qu'il dit quelque part, la distance est un chemin par lequel je suis plus exposé à être rejoint que toute proximité. Être loin, c'est être avec, être près, c'est être séparé, quasiment dans certains paradoxes qu'il répète à maintes fois. Bon, alors, on peut entendre cela de bien des façons différentes, mais toujours est-il que l'amour ne peut pas être une fusion, comme vous le disiez, que l'amour est une solitude. Tout continue à n'être en moi que chaos. Ce que je vis est comme une souffrance, et ce que je vois, vraiment, fait mal. Ce n'est pas moi qui me saisis des impressions. On me les enfonce dans la main, profond, avec toutes leurs arêtes et leurs pointes, presque de force. Et le reste, que je voudrais saisir, m'échappe comme de l'eau et s'écoule vers d'autres êtres après m'avoir distraitement, brièvement reflété. Que doit faire quelqu'un qui comprend si mal la vie, qui est obligé de subir, de constater que sa propre volonté est toujours plus faible qu'une autre grande volonté dans le courant de laquelle il lui arrive d'être entraîné comme un objet? Que doit faire quelqu'un, loup, devant qui les livres qu'il voudrait lire ne s'ouvrent pas autrement que de lourdes portes que la première rafale referme? Que doit faire quelqu'un pour qui les êtres sont aussi pesants que les livres, aussi étrangers et superflus, parce qu'il ne peut trouver en eux ce dont il a besoin, parce qu'incapable de choisir en eux, il accueille à la fois ce qu'ils ont d'essentiel et de fortuit. Bonjour à tous, bienvenue sur le Nouveau Chemin. Hey, you know what? Les Nouveaux Chemins composent des vers matinaux tous les jours en compagnie de Géraldine Mosna-Savoie, Antoine Ravon, Marianne Chassor, Colomba Grossi et Tristan Grenassia, à la réalisation inspirée cette semaine Lydia Portis-Guérin, à la lecture de textes lyriques Marianne Bassler, avec aujourd'hui à la prise de son poétique Emmanuel Morse-Duncan. 10h51, c'est l'heure à laquelle vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillons. Géraldine qui vous parlera aujourd'hui du livre de Stephen Lux sur le relativisme moral, paru aux éditions Marcus Haller. Il n'y ait de point qui ne te voie. Tu dois changer ta vie.
Pour écrire un seul vers, il faut avoir vu beaucoup de villes, d'hommes et de choses. Il faut connaître les animaux. Il faut sentir comment volent les oiseaux et savoir quels mouvements font les petites fleurs en s'ouvrant le matin. Il faut pouvoir penser à des chemins dans des régions inconnues, à des rencontres inattendues, à des départs que l'on voyait longtemps approcher, à des jours d'enfance dont le mystère ne s'est pas encore éclairci, à ses parents qu'il fallait qu'on froissât lorsqu'ils vous apportaient une joie et qu'on ne la comprenait pas, c'était une joie faite pour un autre, à des maladies d'enfance qui commençaient si singulièrement par tant de profondes et graves transformations, à des jours passés dans des chambres calmes et contenues, à des matins au bord de la mer, à la mer elle-même, à des mers, à des nuits de voyage qui frémissaient très haut et volaient avec toutes les étoiles. Et il ne suffit même pas de savoir penser à tout cela. Les amoureux, les aventuriers, les artistes et artisans, poètes et pianistes, mais surtout les forçats de l'absolu, deuxième temps. Après Marina Tsvetaeva hier, avant Gustave Flaubert demain et Glenn Gould jeudi, comment comprendre la solitude chez Rilke, Jean-Michel Molpois? Est-elle une contrainte, un fardeau, une ombre qui lui colle à la peau, comme le chantait Barbara dans la chanson qu'on vient d'écouter? Ou au contraire un choix, parce qu'il la présente comme ça aussi, notamment à Capus, dans les lettres à un jeune poète. Il faut être seul pour créer. Cette ambivalence de la solitude chez Rilke est intéressante. Oui, comme souvent, il y a d'ailleurs une sorte de retournement qui, d'une fatalité, fait une force. La solitude est d'abord une fatalité. Elle colle à la créature, elle définit la créature. On est seul, dit-il, c'est radical, c'est comme ça. On est seul jusque dans l'amour. Et personne ne peut aider personne, dit-il quelque part aussi dans une lettre à Capus. Il commence par là d'ailleurs cet échange avec lui quasiment, en lui précisant cette condition première. Mais en même temps, cette solitude devient une volonté parce que, contraint de s'y inscrire, il faut la faire fructifier, il faut en faire une ressource. Et il y a tout un discours chez Rilke qui aboutit à construire une valeur de la solitude. Je crois même qu'il y a une image, je n'ai pas eu le temps de la rechercher avant de venir, mais où il parle des grandes cloches intérieures qui résonnent dans la solitude, comme si l'être était une église où pendent de grandes cloches, et ces cloches sont la résonance, en quelque sorte, font la résonance de l'intériorité. Donc la solitude est absolument nécessaire, il faut la fructifier, il faut la faire fructifier, il faut s'y loger, il faut l'entretenir, il faut l'affronter. Pourquoi ? Parce que elle est le lieu même où on peut affronter l'inexplicable, où l'on peut regarder véritablement la vie comme elle est, où l'on peut sortir en quelque sorte du grand divertissement qui nous parasite constamment et qui nous empêche à la fois de faire face à l'inexplicable et de percevoir l'évidence de ce qui est là. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure en commençant. Vous voyez, la solitude est un passage absolument nécessaire pour connaître aussi sa manière propre, ses dispositions, ses structures en quelque sorte intérieures. Là aussi, dit Rilke, dans la solitude, est accessible une forme d'amplitude, une forme d'ampleur. Donc il en construit plus qu'une figure, il en fait un monde. En fait, il en fait un monde qui est le monde évidemment du poète, le monde de la création, mais qui est aussi plus en sourdine peut-être celui de toute créature. Le monde qu'il en propose et qui est ce monde que l'être aimé va offrir, l'être aimant va offrir à l'être aimé. Il parle bien d'un monde que l'amoureux doit offrir. C'est aussi le monde, l'univers du poète, vous le disiez. Mais c'est aussi le monde de soi quelque part. Il y a chez Rilke l'idée d'une transformation de soi que l'on retrouve d'ailleurs dans l'évolution de sa poésie, où l'on passe d'une forme de plainte qu'on trouve dans les élégies à une célébration, le terme peut-être un peu fort, mais en tout cas un éloge, une joie, un mouvement qui devient plus positif, plus accueillant, c'est à l'image de la façon, du rapport très
à la fois charnelle et artisanale quasiment, de la sculpture de soi à laquelle il procède. Cette image est très forte chez lui. Oui, c'est tout à fait frappant de mettre cela en rapport aussi avec le désarroi que l'on a entendu tout à l'heure dans la lettre que vous avez lue, qui est une lettre à Lou, je crois. La lettre à Lou, tout à fait. Voilà. Qui est la même Lou de celle de Nietzsche. Voilà, tout à fait. Mais d'ailleurs, je crois que Rilke a commencé d'écrire les élégies à un moment où il avait songé à entreprendre une cure de psychanalyse dont il a craint qu'elle ne le vide totalement de lui-même. Et finalement, c'est dans la poésie qu'il a réglé, en quelque sorte, sa petite machinerie intérieure comme il l'a pu, de poème en poème, en ricochant jusqu'à cette idée finale d'acceptation de la finitude qui au départ lui était insupportable. Mais ce qui est frappant, c'est de voir comment on part d'un être totalement désorienté. Les élégies s'ouvrent notamment par des rafales de questions qui balayent tous les aspects de l'existence humaine et qui manifestent ce désarroi. Il y a cette figure d'un être qui flotte, soutenu par rien, qui appelle dans le vide et qui va, à partir de cette expérience liminaire, reconstruire, réévaluer, poser peu à peu les balises nécessaires et qui va surtout parvenir à résorber la faille entre le proche et le lointain, entre la vie immédiate et la démangeaison chimérique de l'ailleurs ou de l'au-delà, de l'absolu, comme vous voudrez. C'est ce qu'il dit dans une lettre à Clara Rilke du 25 février 1907, où il semble évoquer au tout début l'idée que la nature puisse nous faire payer ce que nous lui imposons. Se trouve peut-être ici l'idée, on parlait du deuil tout à l'heure, de cette quête peut-être d'idéal. Peut-être le deuil est-il celui d'un Dieu disparu, en tout cas d'une forme de spiritualité inatteignable. Écoutez, c'est interprété par la comédienne Marianne Bassler. Il est possible que notre nature nous fasse souvent payer ce que nous lui imposons de disparate, d'étranger, et qu'il se creuse entre nous et notre milieu des failles profondes. Mais pourquoi nos pères ont-ils tant lu sur ces mondes étrangers ? En cédant à des rêves, à des désirs, à de vagues images fabuleuses, en acceptant que leur cœur, éperonné par une manie d'aventure, changeât de pas, en se tenant à leurs fenêtres avec au fond d'eux-mêmes ces lointains sans limite et mal compris, avec ce regard tournant presque dédaigneusement le dos à la cour et au jardin proche, ce sont eux qui ont provoqué la tâche et le travail de correction qui nous sont imposés aujourd'hui. N'ayant plus Dieu pour ce qui les entourait, ils perdaient de vue toute la réalité. Le proche leur semblait ennuyeux et banal. Le lointain était soumis aux caprices de leur imagination. C'est ainsi que le proche comme le lointain sont tombés dans l'oubli. C'est pourquoi il nous incombe de ne distinguer nullement entre les deux, de les assumer l'un et l'autre et de les rétablir comme la seule réalité. Qui ne connaît en fait ni fragmentation ni limitation, qui n'est pas banal autour de nous et romantique un peu plus loin, ennuyeuse ici et là toute variété. Il distinguait alors très artificiellement entre l'inconnu et le familier. Il ne se rendait pas compte à quel point l'un et l'autre, partout, sont inextricablement mêlés. Constatant que le proche ne leur appartenait pas, ils en déduisaient que tout ce qui valait la peine d'être possédé se trouvait à l'étranger et en nourrissait leur nostalgie. Du même coup, cette nostalgie, inventive et sans limite, leur semblait prouver la beauté et la grandeur de son objet. Car ils nous croyaient encore en mesure d'ingérer, d'absorber quelque chose, alors que nous sommes dès l'origine comblés au point qu'aucune chose ne saurait s'y ajouter. Mais agir, toutes les choses le peuvent, et toutes agissent de loin, les proches comme les lointaines. Aucune ne nous atteint, toutes sont en rapport avec nous, par-dessus des abîmes. Et l'anneau qui est à mon doigt ne peut pas mieux entrer en moi que les plus lointaines étoiles entrer en nous.
Les choses ne peuvent nous atteindre qu'à l'instar des rayons, et de même que l'aimant éveille et ordonne les forces cachées en quelque objet sensible, elles peuvent, en agissant sur nous, créer en nous un nouvel ordre. Avec une pareille conception, le proche et le lointain ne sont-ils pas abolis? Et n'est-ce pas la nôtre? Qui sont ces pères qui ont tant lu sur ces mondes étrangers, Jean-Michel Mollepoix, qui semblent responsables de l'abolition du proche et du lointain? D'une façon un peu sommaire, on pourrait dire les romantiques. On pourrait aller même un peu au-delà, et en songeant à l'appel à l'ailleurs, à l'appel à la chimère, à l'appel à l'au-delà, tel qu'il résonne encore, même chez Mallarmé, chez Baudelaire. Fuir là-bas, fuir, je sens que les oiseaux sont ivres d'être parmi l'écume inconnue et les cieux. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. On entend se répéter dans la poésie française. Alors, on pourrait trouver des exemples en allemand, sans doute, nombreux. On entend... Et Rilke était un grand lecteur de Baudelaire, rappelons-le en passant. Mais on entend se répéter cet appel à l'ailleurs, cet appel à un là-bas plus beau que l'ici. Cette tentation de la chimère. Et de quoi parle-t-il? Il parle d'une manie d'aventure, de lointain sans limite et mal compris. Alors, je ne vais pas ici engager bêtement une sorte de critique sommaire de l'appel à l'ailleurs dans la poésie baudelairienne. Je pense qu'il faudrait être un peu plus fin dans l'analyse. Mais, grosso modo, quand on pense aux Sehnsucht nach Italien, par exemple, dans la poésie allemande, cette nostalgie du là-bas, cet appétit de chimère, ce désir d'autre chose, cette perte de l'ici à cause d'une démangeaison de l'ailleurs, cette opposition entre ce que Mallarmé appelle le tunnel de l'époque. Ici-bas est une étable, dit Mallarmé, dans sa correspondance. Ici-bas est maître, dit-il dans les fenêtres, etc. Bon, cette opposition entre un ici dévalorisé et un là-bas doté de toutes les qualités idéales, eh bien c'est à cela que Rilke met fin, d'une certaine manière. Il veut réinvestir l'ici. Il veut réinvestir l'ici et il veut nous faire passer au-delà de cette opposition entre un ici dévalorisé et un là-bas chimérique qui serait le lieu idéal. Il opère ce qu'il appelle un travail de correction dans la lettre qui vient d'être lue. Nous avons un travail de correction qui doit nous conduire à retrouver la beauté simple du réel qui est là autour de nous, la beauté du proche, nous réconcilier avec le monde proche, qui est d'ailleurs d'une certaine manière aussi fragile que nous-mêmes. Et nous sommes en train de le vérifier quand nous parlons aujourd'hui d'écologie, cette fragilité du proche. Donc il abolit la dimension de l'ailleurs, de la chimère, du lointain. Il dit que ces deux dimensions, en vérité, n'en font qu'une. Il distinguait, dit-il, très artificiellement entre l'inconnu et le familier. Il ne se rendait pas compte à quel point l'un et l'autre, partout, sont inextricablement mêlés. Et la tâche du poète, fondamentalement, c'est de nous rapatrier dans le terrestre, en nous rappelant à quel point le proche et le lointain ne font qu'un. C'est ça ne veut pas dire la demande n'est pas d'exclure le lointain ou l'inconnu, c'est pas d'abolir le n'importe où hors du monde, comme dirait Baudelaire, mais plutôt de comprendre que cet inconnu est au cœur même du présent, absolument, de l'ici. Absolument, il est là. L'inconnu, c'est ce que j'ai sous les yeux. L'inconnu, c'est le réel tel qu'il m'entoure. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus aucune forme de spiritualité, du coup, chez Rilke ? Il n'y a plus de croyance, en tout cas, il n'y a plus de rapport à la religion, mais il y a une intensité dans ce rapport interrogatif au monde proche qui prend une valeur spirituelle. Le poète devient un prêtre non pas par le discours qu'il tiendrait dans le sens d'une religiosité, même s'il est préposé à la réparation des liens, je dirais, que nous entretenons avec le monde. Donc à ce titre, il fabrique à nouveau de la religion, puisqu'il nous relie à nouveau au monde, mais il est surtout quelqu'un qui pose des questions, quelqu'un qui cherche à comprendre véritablement que
les choses autour de nous sont pareilles à des aimants et que nous avons, comme il le dit dans la lettre qui vient d'être lue, à percevoir les rayons qui nous attachent à elle. Nous sommes dès l'origine comblés au point qu'aucune autre chose ne saurait s'y ajouter. Il n'y a pas d'au-delà chez Rilke, il n'y a pas d'ailleurs. Il y a une sorte d'émanation par singulière du mystère de ce qui est là, tout simplement. Ce qui est mystérieux, c'est ce qui est là. C'est nous, et c'est ce monde dans lequel nous vivons. Et donc le mystère, quel est-il? C'est le signe de la limitation de la connaissance humaine? Le mystère, oui, c'est l'absolu, en un sens, c'est l'évidence. Le mystère, c'est que nous sommes là sans rien savoir de ce qui nous entoure, ni de nous-mêmes. Et c'est ce que nous oublions, ce que nous appliquons tous nos efforts à oublier, que le poète, lui, nous rappelle. Il nous rappelle cette ignorance fondamentale qui est celle de notre condition, mais qui détermine du même coup un rapport tout à fait fiévreux à ce qui nous entoure, à cette nature, à ce monde, à ce climat en quelque sorte qui est celui de la vie humaine. Et qui invite à créer, certes, mais aussi à fabriquer. Il y a une dimension quasiment artisanale de la poésie chez Rilke. Il faut modeler ce monde et ce corps que nous avons. Tout à fait. Tout à fait. Et il faut avoir comme une sorte de projet de construction. Comme si le divin auquel il aspire était non pas derrière tel un moment fabuleux, originaire de création de tout ce qui est là, mais devant, comme un état auquel on pourrait espérer parvenir. Vous avez compris la tête et le cou, mais vous n'avez pas traité le corps. Le corps humain est un monde qui remue, qui palpite, c'est la vie. Lorsque vous modelez, ne pensez jamais en surface, mais en relief. D'ailleurs, si vous voulez trouver le port de tête de mon Adam, Pas du tout, non, pas du tout. Je peux voir votre modèle? J'espère au moins que ce n'est pas un de ces modèles professionnels, ils sont trop mous, trop avachis. Venez voir. Allez, mettez-vous là, regardez. Il faut chercher dans le cou. Il faut forcer sur les muscles. Là. Là. Parce que vous ne me voyez jamais travailler, vous pensez que je fais rien. Attention, vous allez lui faire mal. Voilà. Vous ménagez trop votre modèle. Vous avez l'audace nécessaire de vouloir sculpter un homme nu, mais vous le mettez dans une pose confortable et vous cachez son corps. Je vais vous montrer l'endroit où je travaille en secret. Bon, vous m'accordez l'audace, monsieur Rodin. Vous avez l'intelligence. Et vous modelez avec votre cœur. Vous êtes dans le vrai. Et vous y prenez mal. Vous voulez que je vous apprenne? Non, j'ai besoin d'aucune leçon, d'aucun conseil. Je m'attaque directement au sujet vivant, monsieur. J'accepte, mademoiselle Claudel. Nous n'avons pas connu sa tête prodigieuse où les pupilles mûrissaient, mais son torse encore, lui, ainsi qu'un candélabre, dans lequel son regard vrillé vers l'intérieur se fixe et étincelle. Sinon, tu ne serais ébloui par la poupe du sein, et la légère volte des reins ne serait parcourue du sourire qui s'en va vers ce centre où s'érigea le sexe. Et la pierre, sinon, écourtée, déformée, serait soumise à la tombée diaphane des épaules et ne scintillerait comme fourrure fauve, ni ne déborderait de toutes ses limites comme une étoile, car il n'y est de point qui ne te voie. Tu dois changer ta vie. C'est dans un nouveau poème de 1908 que Rilke écrit ce magnifique poème intitulé « Torse archaïque d'Apollon » qui termine par cette phrase « Tu dois changer ta vie ». Le philosophe Peter Sloterdijk en a fait le titre d'un de ses ouvrages paru en 2006 où il commente le poème de Rilke pour en faire comme une forme d'élément fondateur du perfectionnisme moral contemporain. Ce qui venait faire écho à un extrait du film Camille Claudel. On entendait Rodin donner des conseils à Camille Claudel. Rilke lui-même a beaucoup écrit aussi sur Rodin et on en revient à cette notion de sculpture, cette fois-ci au sens propre du terme, modelage de la vie et sculpture de soi. En effet, tu dois changer ta vie, injonction à s'améliorer en permanence. Jean-Michel Mollepoix. Oui, ce motif revient souvent, faire quelque chose de ta vie, faire quelque chose de sa vie, comme si Rilke attendait
que sa propre vie commence, comme s'il n'y était pas encore vraiment installé. Dans une lettre à Lou, par exemple, il dit « Il faut faire de ma vie quelque chose. Je dois apprendre à saisir et à tenir. » Et saisir et tenir, ce sont deux verbes qui ont à voir avec les mains. Et le modèle de la main, c'est Rodin qui le lui donne, la main qui travaille, la main du sculpteur. Rodin est pour lui un modèle de force, de concentration. Rodin lui donne une certaine idée du travail. Et justement, vous savez, ce dilemme qu'on trouve chez Baudelaire, concentration, vaporisation. Il y a de la vaporisation chez Rilke, à laquelle il doit résister de toutes ses forces, apprendre à se concentrer, apprendre à se tenir à sa tâche, et finalement apprendre à faire avec la langue quelque chose qui serait aussi solide que ce que Rodin fait avec du bronze ou avec de la pierre. Remettre des choses au monde, comme le fait un sculpteur, y établir de la présence, et même, on pourrait presque dire, faire transiter du temps dans l'espace, puisque finalement, que fait le sculpteur? Il crée des formes, des objets qui vont occuper une place dans l'espace et qui, au départ, sont des morceaux de temps, du temps travaillé, mais aussi le temps d'un corps, le temps d'une vie qui va parvenir à une existence spatiale sous la forme de la sculpture. Ça fascine Rilke. Il voudrait, lui qui semble si volatile et qui est tellement tracassé par les questions, par la fragmentation, par la difficulté de s'établir où que ce soit, lui qui court de château en château, de maîtresse en maîtresse, de lieu en lieu, avec ces mots, il voit dans la sculpture et dans la personne même de Rodin le contraire. Mais c'est aussi la métaphore de l'abeille qui revient souvent chez Rilke, notamment dans la lettre que vous avez lue, la lettre à Witold von Hulewitsch du 13 novembre 1925. Cette transformation qu'il nous incombe d'engendrer, c'est parce qu'il nous compare aux abeilles de l'invisible, dit-il. Oui, nous sommes les abeilles de l'invisible, nous butinons éperdument le miel du visible. Voilà, mais ça c'est finalement tout le paradoxe du poète, parce qu'il est obligé aussi à une certaine forme de volatilité. On voit très bien ce motif apparaître au sujet de l'amour chez Rilke. Il aimerait s'en protéger parce que l'amour est nuisible à sa solitude, et en même temps il ne peut qu'y succomber parce que l'amour est ce qui lui donne cette espèce de pollen avec lequel il va faire son miel. La nature, les choses de notre commerce et de notre usage sont choses provisoires et caduques. Mais elles sont, aussi longtemps que nous sommes ici, notre bien et notre amitié, des complices de notre détresse et de notre joie, comme elles ont été les familières de nos ancêtres. Il ne s'agit donc pas seulement de ne pas condamner ou rabaisser l'ici, mais du fait même de la précarité qu'ils partagent avec nous, ces phénomènes et ces choses doivent être par nous compris selon la plus intime entente et transformés. Transformés? Oui, car notre tâche est d'imprimer en nous cette terre provisoire et caduque si profondément, si douloureusement et si passionnément que son essence ressuscite invisible en nous. Nous sommes les abeilles de l'invisible. Nous butinons éperdument le miel du visible pour l'accumuler dans la grande ruche d'or de l'invisible. Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps. Et dans la ruche tourbillonnent, prêtes à prendre leur élan. Bzz, 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 bzz. Les abeilles se posant par cent et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine, elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen. Bzz, bzz, bzz. Bzz, bzz, bzz.
les abeilles. Allez, on finit sur une note un peu plus joyeuse que la solitude de Barbara sous les abeilles de Bourville. Merci beaucoup Jean-Michel Mollepoix. Merci à vous. D'être venu nous parler de Rilke aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à vos ouvrages. Alors vous avez proposé un commentaire des lettres à un jeune poète de Rilke en foliothèque. J'espère qu'il est encore disponible car il est excellent. Donc l'appel est lancé si jamais c'est plus le cas. On peut également lire Adieu au poème au pluriel aux éditions José Corti. Et puis récemment en 2013, toujours chez Corti, La musique inconnue. On mettra toutes ces informations en ligne sur les sites des Nouveaux Chemins. Au milieu d'elle par hasard, il aura beau s'enfuir dardard, il sera piqué par le dard de l'abeille. Quand vient le grand jour de la ponte, la reine doit faire de son cordon, et dans l'azur elle monte, poursuivie par tous les bourdons. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h51. Encore 2 minutes papillon. Il est l'heure de retrouver comme tous les jours Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Alors en tant que papillon, vous aimez les abeilles, j'imagine? Bien sûr. Elles vont vous piquer, attention. Attention, elles vont me piquer sur le relativisme moral. Exactement, de piquez-nous. Stephen Lux, qui est donc paru aux éditions Marcus Haller. Dans son célèbre chapitre sur les cannibales, dans ses essais, Montaigne pointait du doigt la manie à appeler barbares tous ceux qui n'avaient pas les mêmes coutumes et usages que nous. Quelques siècles plus tard, nous prenons à notre tour le relativisme moral. Plus d'absolus moraux aujourd'hui, mais bien une pluralité des valeurs et des normes. Car voilà, le relativisme moral part d'au moins un constat, celui de la diversité morale, et il procède d'au moins une justification en forme de question. Qui sommes-nous, nous, pour juger de la culture des autres ? Comble du relativisme moral, énoncé tel quel, il ne peut que susciter, paradoxalement, et contre ce qu'il prône lui-même, une adhésion universelle. Mais il y a évidemment un mais. Que cache ce relativisme moral que l'on brandit trop souvent sous couvert de tolérance? Eh bien, cette mise en question du relativisme moral, c'est Stephen Lux, professeur de sociologie à l'université de New York, qui s'y colle. Sur la 4e de couverture, on peut même lire, sous la plume d'un journaliste américain, qu'il est un guide impartial de ce débat. Eh bien, c'est vrai, car quand on demande de quel droit jugeons-nous de la culture des autres, il ne faut pas non plus être dupe. Évidemment, nous jugeons de la culture des autres, évidemment, nous la comparons à la nôtre, nous dit Stephen Lux. Le relativisme moral n'est en rien synonyme de tolérance. Et même Montaigne appelait barbares les cannibales en invoquant non pas sa morale, mais sa raison. Alors avec cet ouvrage qui déplie toutes les dimensions du relativisme moral, de son rapport avec les coutumes, à la différence entre les valeurs et les normes, se révèle en creux les tensions du relativisme moral. Bien sûr, il ne s'agit pas du tout de revenir non plus à une morale rigide et qui n'a plus lieu d'être, mais au contraire de penser un relativisme qui soit compatible avec des principes universels et qui réunissent chacun d'entre nous. Vaste programme, merci. Vaste programme. Géraldine. Donc ça s'appelle le relativisme moral. Bah oui, tout simplement. Et l'auteur, c'est Stephen Lux et c'est paru aux éditions Marcus Haller. Un grand merci à vous Géraldine et merci à Jean-Michel Mollepoix qui est encore en studio avec nous. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain car notre semaine consacrée au forçat de l'absolu est loin d'être terminée après Marina Tsvetaeva hier lundi. Rilke, aujourd'hui, eh bien demain ce sera Gustave Flaubert et c'est le chercheur au CNRS Pierre-Marc de Biasi qui viendra vous en parler. D'ici là, pour écouter l'émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques, musicales concernant l'émission du jour et puis surtout, vous pourrez la télécharger, la podcaster afin de la butiner où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour.